Nous avons jugé que les questions autour de l'interculturalité et les questions autour des migrants devenaient assez centrales, y compris dans notre accompagnement, et nous interrogeaient souvent beaucoup, voire nous mettait parfois en difficulté tant le champ des possibles est limité. Donc il nous a semblé important de réfléchir à cet accompagnement qui est, de notre point de vue, à la fois spécifique et à la fois, bien sûr, très commun avec tous les accompagnements des autres jeunes que nous rencontrons. Donc, Arshad Malik est chercheur au laboratoire de clinique pathologique interculturelle de l'université Jean Jaurès. Il intervient également à l'ESP Jean Jaurès sur les publics à besoins particuliers, dit-on. Et donc, nous lui avons proposé de venir ici aujourd'hui, ce qu'il a accepté très gentiment. Voilà, donc il va vous donner son point de vue sur tout cela. Merci Laure. Je vous salue collectivement et j'exprime mon bonheur d'être avec vous. Vous êtes un peu étonné de me voir debout. J'aime bien lorsque j'ai fait ce type de communication face à des congrégations si vastes. J'ai besoin de rester debout. Voilà, ça c'est le trait de ma personne. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, le thème qui m'était proposé, l'interculturalité et accompagnement, m'a suggéré, en premier lieu, qu'est-ce qu'on peut entendre par l'idée d'accompagnement et de quelle manière, par la suite, cette idée est en lien, en articulation avec là où les problématiques d'interculturalité. Alors, dans mon esprit, l'idée d'accompagnement était amenée à être, en premier lieu, sous forme de cet état d'être à côté de quelqu'un, dans la proximité, être présent, de tenir quelqu'un, de soutenir quelqu'un, faire un pas avec l'autre, avancer dans une trajectoire, ici en l'occurrence en rapport avec la question d'interculturalité, trajectoire d'une nouvelle socialisation, de re-socialisation auprès de ces jeunes gens que vous êtes amenés à côtoyer et travailler avec. Et puis, en dehors de cette sémantique classique et générale, je me suis penché aussi sur la sémantique de l'idée d'accompagnement qui suggère en définitive l'idée de partager le pain. On est d'accord? C'est le sens même de ce mot et ce que vous avez choisi. Alors à ce moment-là, les choses deviennent plus complexes. Vous, en tant que praticien, que vous soyez amené à avoir cette conception, cette vision, cette représentation de votre travail qui est d'accompagner. À ce moment-là, étymologiquement analysant cette chose, ça veut dire que vous êtes amené à inviter cet autre à votre table, partager du pain avec cet autre. Ça revient dire quoi dans le langage un peu psy? Que vous êtes amené à donner de vous-même, de votre intime. Et là, toute la question de votre
propre réalité subjective animée par formidable empathie à l'égard de ces personnes. Alors, cette idée-là, je suis dans une généralité, de partager du pain avec quelqu'un, inviter quelqu'un à sa table, ce n'est pas une chose banale. C'est quelque chose de très complexe qui a des conséquences et qui a des répercussions très subtiles. Et de fait qu'il s'agit d'inviter à sa table ces personnes qui sont venues d'ailleurs et qui sont vues très souvent comme ceux qui manquent de pain. Parce que dans ce bas monde, sur la table de monde, le pain manque et le pain n'est pas partagé de la même manière. Et on dit que ces pauvres gens, ils viennent pour manger notre pain. Oh, ils le sont là aussi parce qu'ils ramassent des miettes. Et là, il y a une autre démarche qui est de les inviter à table. C'est un rapport d'égalité, c'est un partage, c'est l'acte de donner de soi. C'est une démarche très intime. Et puis, si je pousse les choses un petit peu plus loin, c'est, et ça m'évoque pas sous forme d'une provocation, mais sous forme d'une tentation, partager le pain, partager le repas, sous le signe d'une sacralité en quelque sorte. C'est quelque chose de très noble et très sacré. À ce moment-là, selon le symbolisme de théologie chrétienne, cette figure de sacré soit amenée à dire le pain, c'est ma chair, et le vin, c'est mon sang. Voyez, le degré d'intimité lorsqu'il y a cette sacralité qui est mêlée. Mais maintenant, le partage de cette façon et inviter l'autre à sa table est toujours sous le signe de cette altérité universelle dans sa complexité qui va de, vous connaissez sans doute, toute altérité est sous le signe de, comment on peut dire, d'une idéalisation transférentielle et d'un cynisme défensif. Altérité, toute altérité oscille dans ces deux extrêmes. Et alors, ça donne quoi? C'est que lorsqu'on est dans cette idée de partage, il y a des ritualités, on trinque le verre de vin et on a établi ce rituel, regarder dans les yeux de l'autre. Et cette pratique de regarder l'autre dans les yeux décrit le cynisme fondamental qui est lié avec cette idée de partage. Et puis aussi, cet autre qu'on a invité et avec lequel on cherche à partager, il peut être ingrat et traître. Il crache dans l'assiette. Voilà, vous avez tous ces éléments. Et qui sont amenés à prendre en compte le fait que vous avez choisi le mot d'accompagnement. Et alors, de façon plus concrète, lorsqu'il s'agit de chercher à établir une articulation entre comment accompagner et surtout cette population qui relève de tous ces champs vastes d'interculturalité, il y a double dimensions qui sont amenées à être évoquées d'office. Par votre pratique, vous êtes amené à, d'un côté, accompagner, aider, guider, d'abord sur le terrain cognitivo-intellectuel. Et puis, vous constatez que parallèle à cette phase de guidance et d'accompagnement qui relève de toute la problématique cognitive-intellectuelle,
il y a ce deuxième volet qui va de pair, qui va de façon parallèle à cette première objectif, qui est l'accompagnement, le guidage, que j'appelle de nature identitaire ontologique. À ce moment-là, vous êtes face à cette double réalité du sujet, le sujet dans et à travers ses pulsions, ses affects, et le sujet à travers sa capacité intellectuelle. Et ceci en vue de quoi? En vue de cet objectif global qui est que ces gens qui sont venus d'ailleurs, ils sont amenés à être guidés, accompagnés pour qu'ils soient amenés à trouver une place dans cette société nouvelle, dans ce contexte culturel nouveau, une place harmonieuse, apaisée, digne, agréable. Et en vue de cet objectif, vous, les praticiens, vous êtes en première ligne pour travailler sur ce double aspect que je viens de souligner, la dimension cognitive et la dimension psycho-affective. Et j'ai nommé à travers ce double appellation que j'ai appelée cognitivo-intellectuelle et identitaire-ontologique. C'est déjà un peu complexe. Mais si je cherchais à le complexifier davantage et de donner une autre tonalité plus savante, ça revient dire que pour aider ces gens, il n'y a que ces deux choses qui sont en jeu, à savoir l'espace d'épistémé et l'espace de ontologique. Je m'explique. Épistémé, ça évoque toute la question de cette chose qui est la réalité du savoir scolaire ou savoir en général. Mais épistémé va au-delà, qui pose la question de cette chose qui est le noyau de toutes les réalités culturelles, à savoir la problématique du sens. Et alors, l'articulation entre l'épistémé et ontologique se fait que lorsque les deux pôles de réalité du sujet sont amenés à être constitués et régulés à travers la question du sens. Le sens dans tous les sens. Sens de tout. Sens du monde, sens de la vie, sens de l'autre, sens de soi. À ce moment-là, vous avez une articulation naturelle entre cognitive et ontologique. Parce que lorsque un élève est amené à apprendre toutes sortes de connaissances, il apprend la mathématique, les langues, l'histoire, géo, c'est des sommes de connaissances qui sont en définitive quoi? L'espace d'épistémé complexe, scolairement établi, mais qui sont au fond simplement cette réalité d'aventure de l'homme qui est comment l'homme donne du sens à des choses. Lui, comment l'homme historique a pu donner du sens à des choses. C'est dans cette quête de sens que l'homme a inventé toutes les connaissances, toutes les mythologies et toutes les connaissances modernes et scientifiques jusqu'à aujourd'hui. C'est simplement la question de formation et décodage du sens. Et alors, d'où l'idée, si vous voulez, de ma part, quand j'ai dit que c'est le concept central, parce que ça englobe toutes les variantes du sens. Sens dans tous les sens et sens de toutes choses. Pas que le sens de l'autre, sens de l'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'autre? On cherche le sens de ce lien avec l'autre. On cherche le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? D'où vient la vie?
où va la vie? Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que le passé? Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'espace? C'est quoi les astres? C'est quoi le ciel? On pose la question du sens de toutes choses et on donne des réponses. Ça, c'est l'aventure de construction et la transmission de connaissances. Mais en même temps, je vous ai bien dit que cette question de sens est d'abord et avant tout la question de sens de soi. C'est très socratique. Connais-toi toi-même. Là, c'est l'articulation. Déjà Socrate, il a articulé cette chose. Il y a d'un côté connaissance, de l'autre côté soi. Et toutes les connaissances du monde sont amenées à être condensées dans la connaissance de cette réalité d'être de soi. Et les deux pôles sont constamment dans un processus de vibration réciproque. Le savoir peut avoir du sens, le savoir peut avoir de résonance, que s'il y a de sens et de résonance au plan de la réalité psychosubjective du sujet. Alors, j'avais essayé d'avancer pour progresser au niveau de cette articulation. Vous avez bien compris que d'un côté, la question de qu'est-ce qu'on est amené à faire, la logique d'accompagnement, et de l'autre côté, j'ai donné quelques éléments de cette chose qui est la réalité culturelle. Chaque culture n'est rien d'autre, tel que je viens de souligner, rien d'autre qu'un espace très complexe de signifiants. C'est un espace symbolique. D'accord? Et en même temps, il y a de objectal, il y a de concret dans chaque culture. Autrement dit, lorsqu'on cherche à donner une définition globale de cette chose appelée la culture, et ceci est valable pour toute culture, la culture, c'est d'un côté une réalité visible et de l'autre côté une réalité foncièrement invisible. La culture est ce qui nous montre la ligne frontalière qui peut me séparer d'avec l'autre. Alors, dans l'ancien temps, on était amené à voir ces lignes frontalières qui me séparent d'avec l'autre. C'est que lorsque il y a la différence de couleur de peau, l'autre, il n'est pas de nôtre. Alors, il est d'ailleurs. Sa peau est grillée sous le soleil. Et déjà, vous avez cette frontalité matérielle, visible. Alors, cet autre qui vient d'ailleurs, chez lui, quand on voyage, on monte sur le dos d'un âne et on fait le trajet. Et ici, dans une autre culture, on monte dans un avion. Là, il y a aussi une forme visible de cette différence culturelle. Vous avez la culture dans sa matérialité, dans sa réalité de toutes les productions que l'homme est amené à effectuer au sein de telle et telle contrée. Ce sont des réalités produites, c'est des artifices qui sont les productions culturelles. Tous les outils. On dit que le singe produit la culture parce qu'il est capable de pouvoir produire des outils. C'est à ce moment-là qu'il est semblable à nous au plan du symbolique. Il est proche de nous au niveau de sa capacité à pouvoir produire du culturel parce que il a su, comme nous, inventer ces choses artificielles qui sont les outils pour pouvoir explorer le monde qui l'entoure. Alors, première chose, c'est que la culture est dans sa matérialité sous forme d'une réalité visible. Mais toutes les réalités visibles du culturel, tout ce que l'homme a produit, est amené à devenir tout simplement des représentations. Autrement dit, toute entité matérielle
est présent en nous sous forme de sa signification, sous forme d'une représentation telle que nous le portions dans notre esprit. Et par ailleurs, la culture est essentiellement symbolique et invisible parce que la véritable réalité culturelle, ce n'est pas la matérialité. La véritable réalité culturelle, telle que nous le portions chacun en nous, c'est ce qui est de l'autre, de signifiant qui habite mon psyché. Voilà la culture. Et cela est valable pour chacun de nous. Nous sommes tous dans la problématique d'interculturalité. Vous avez des niveaux d'interculturalité. Il y a d'interculturalité au sein d'une même famille. Il y a l'interculturalité en fonction de telle région et telle autre région. Et puis par la suite dans l'espace géographique. Et puis vous avez l'interculturalité aussi de niveau temporel. Chaque nouvelle génération n'est pas porteuse de même signifiant que précédente. À ce moment-là, l'espace psychique, je disais, où se loge la totalité de signifiants qui régulent, qui régissent mon existence. À ce moment-là, le point d'arrivée de toute la réalité culturelle redevient visible. En partant de invisible, culture devient visible que lorsque ce que chacun porte dans son espace psychique est amené à être transformé dans des conduites qu'il est amené à véhiculer. C'est par ses actions. La culture s'exprime par l'agir, par ses actions. C'est à ce moment-là qu'on est face à cette question de décalage. On dit quelle est la culture de l'un comparée avec la culture de l'autre. C'est dans des conduites. Conduite sous forme d'intentionnalité ou sous forme de conduite mise en scène. Lorsque l'individu est dans l'agir. C'était une petite introduction pour venir vers le point suivant. À savoir, c'est concrètement, lorsque sera l'heure, tout m'a touché. D'accord. Alors concrètement, lorsque vous, dans votre pratique, lorsque vous êtes amené à avoir ce désir, ce souci qui est d'accompagner, guider, être utile auprès de ces jeunes gens, parfois moins jeunes, pour que ces personnes soient amenées à dans l'espace du scolaire ou au-delà, soit en mesure de pouvoir donner meilleur domaine. Alors, à ce moment-là, on est face à quoi? On dit que en termes de potentialité intellectuelle et cognitive des uns et des autres, s'il n'y a pas de pathologie de nature organique avérée, s'il n'y a pas de séquelles repérées, chaque individu, quel que soit son état de performance scolaire, est potentiellement capable d'avoir des performances autres. Alors à ce moment-là, on dit quoi? C'est que dans ces contextes dits scolaires, les élèves, les sujets apprenants, ils sont amenés à avoir des rendements très variables. Et alors, je redis, s'il n'y a pas de raisons organiques, biologiquement, médicalement établies, en dehors de ça, il y a la complexité de ce sujet qui est amené à faire en sorte qu'il ne soit pas toujours en mesure de pouvoir faire plein usage de leur potentialité intellectuelle et cognitive. Et ici, en l'occurrence, pour des jeunes gens issus de cultures autres, ces gosses qui sont
dans des situations de cette réalité d'inter entre les deux cultures, ils sont très souvent victimes. Je dis de façon schématique que l'aventure d'interculturalité secrète par la force des choses, des tensions et des pathologies psychiques. C'est le lot des immigrés. Et ils sont obligés de passer par. Alors, parfois, par leur histoire d'exil ou de transplantation, plus ou moins difficile. D'autres fois, être dans des espaces des signifiances et des signifiants nouveaux. Ces êtres sont très souvent dans la problématique de difficultés de décodage de l'environnement culturel où ils se trouvent. Je reviens vers cette idée qui est qu'ils sont dans un état de déficience de sens de ce monde qui les entoure. Comparé à quelqu'un qui a ses racines et qui a une conscience historique qui est derrière lui, qui lui permet de décoder les enjeux de façon plus subtile. À ce moment-là, il y a un constat global. C'est que toutes les populations issues des migrations nous donnent deux extrêmes, de façon très paradoxale. À savoir, d'un côté, la plupart des générations des immigrés, nouvellement arrivés, et puis parfois de deuxième, voire troisième génération, qui peut souffrir de cette chose qui est qu'ils sont perdus dans ce nouveau monde. Ils sont largués. Ils sont sans trop de repères, sans trop la faculté de décodage des signifiants qui règnent dans cet espace. Ça, c'est la majorité. C'est le lot qui souffre le plus et qui pose très souvent des problèmes à la société des Caïbes. Et de l'autre côté, dans cette même population, vous pouvez avoir aussi les gens issus des migrations qui sont amenés à aller vers des situations dites d'excellence. C'est un paradoxe, mais c'est un fait. D'accord ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'un individu qui est amené à se donner des moyens pour, d'un côté, réguler toute sa fragilité subjective dont il est porteur, et de l'autre côté, il déploie tous les moyens intellectuels pour décoder l'environnement dans lequel il se trouve, il peut qu'aller vers l'excellence. D'accord ? Mais on ne va pas évoquer tout ce qui est de l'ordre d'excellence. Parce que là, pourquoi l'excellence a de sens en soi, à savoir, c'est que ces gens qui sont très souvent issus des migrations soient amenés à donner un autre élan à cette société nouvelle dans laquelle ils se trouvent. Ils sont des innovateurs, c'est des créateurs, c'est des créatifs qui soient amenés à donner une autre tonalité, une autre conception d'être dans le monde du social. Il excelle, il contribue, c'est formidable. Et je disais qu'on laisse de côté ça, parce que ça va, tout va bien. Il n'y a rien à dire, tant mieux, si c'est ainsi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce grand lot qui est dans une situation de retard, dans une situation de traîne, et qui ont de graves difficultés à pouvoir se situer. À ce moment-là, il y a aussi une autre dichotomie qui vient à mon esprit. D'un côté, il y a des immigrés qui sont amenés à avoir une logique de progression formidable, et de l'autre côté, vous avez une logique de régression formidable. Et lorsque les individus qui sont glués dans ces processus régressifs et qui n'est pas forcément conscient, ils sont amenés à avoir des conduites très complexes, ambivalentes et schizophréniques.
ils sont victimes d'un clivage de tout point de vue. Ils sont clivés. Leur force n'est pas entière, leur force n'est pas restituée. Pourquoi ils sont clivés? Parce que la grande lot de ces personnes sont gluées dans cette chose qui peut être en soi quelque chose de très romantique, à savoir, ils sont victimes pendant des années et des années de cette réalité nostalgique. Ils portent la nostalgie, ils portent en eux cette conscience d'un paradis perdu. Même si ce paradis en question, c'est la misère absolue. Mais de fait d'être loin, ça paraît paradisiaque. Parce qu'on n'est plus là, parce qu'on a quitté, on a perdu cet espace. D'où la régression. D'accord? Ils sont porteurs de cette réalité régressive. Et à partir du moment où il y a ces dimensions de nostalgie qui cultivent chez ces gens, très souvent, sentiment de non-fidélité et de déloyauté à l'égard de leur ancienne réalité. Ils sont des traîtres. Ils trahissent quelque chose. Et vous avez des individus qui sont très marqués par cette chose. Au plan clinique, les travaux de Toby Nathan expliquent très bien. Il a donné plein des exemples de ces situations où il y avait une pathologie avérée de façon très précise, due à ce type de réalité symptomatique qui est la problématique de déloyauté de telle et telle personne, avec tel type de ritualité culturelle, avec telle fidélité, avec telle déloyauté, avec le signe de sacré qui était ailleurs présent et que nous, on n'est pas porteurs de ça. Vous voyez? À ce moment-là, cette problématique de clivage et de déloyauté qui est logée dans leur psyché, ils sont amenés à être, une fois de plus, dans des situations de non-cohérence et d'ambivalence. Ils sont physiquement ici et psychiquement pas toujours ici. D'accord? Et une des dimensions de question d'interculturalité, c'est comment un sujet est en mesure de pouvoir s'inscrire dans un espace-temps où il se trouve. Et je peux vous garantir qu'il y a un bon nombre de ces individus sont dans cette problématique de non-inscription. Physiquement étant là, ils ont des difficultés à s'inscrire. S'inscrire dans l'espace culturel d'ici, dans l'espace symbolique d'ici. En titre d'exemple, il y a eu quelque temps, j'avais observé en tant que praticien psychologue une situation, une jeune fille de 8 ans et demi, quelque chose comme ça, d'origine turque, que j'étais amené à suivre parce que la communication était porteur de cette chose qui est actuellement dans le répertoire de psychologie clinique amenée à être identifiée. Et à l'époque, ce n'était pas identifié, mais je me suis creusé la tête et j'ai essayé de questionner qu'est-ce que ça peut l'être. Alors, cette chose en question, cette gamine, lorsqu'elle est dans la famille, lorsqu'elle est avec ses copines, lorsqu'elle joue dans le quartier, elle est normale, elle parle avec tout le monde. Elle rigole, elle cause. Et dès qu'elle est dans un espace scolaire, dès qu'elle est avec les gens qui sont là pour l'aider, pour le soutien scolaire, elle pratique cette chose que maintenant, psychoclinique, soit amenée à nommer mutisme sélectif. Et là, depuis, j'ai eu l'occasion de suivre un certain nombre de mes étudiants qui faisaient de master en psycho, qui ont travaillé sur cette question. Autrement dit, cette problématique existe. Alors, l'analyse que je faisais jadis, il y a un certain nombre de contributions actuelles autour de ça,
par d'autres personnes et par des écrits qui sont maintenant de plus en plus véhiculés. Mais l'hypothèse que je faisais à l'époque, c'était que cette personne en question, Arzu, elle s'appelait, petite Arzu, elle était en état de conflit avec l'espace symbolique d'ici. Vous voyez, un exemple concret. Celle-ci, il y a, parce que, alors, pour aller au bout de mon histoire, c'est que j'ai réussi à décoincer un peu cette personne, à savoir, c'est que, intuitivement, je me suis dit, alors où est le problème? Je ne comprends pas. Pourquoi elle est normale, elle cause tout ça, mais ici, pourquoi elle ne parle pas? Et je me suis donné la peine d'apprendre certain nombre de comptines et certain nombre de petits contes de fées de langue turque. Et, mine de rien, un jour, lorsqu'elle était là et qu'il y avait d'autres gamins, j'ai commencé à réciter en langue turque. À ce moment-là, j'ai observé discrètement le visage de gamine Arzu en question s'illuminer. Et c'est la première fois qu'elle a fini par me poser la question, « Toi, tu es turc ?» J'étais ravi qu'elle a parlé, enfin, qu'elle parle. Et j'ai dit, un petit peu. Et depuis ce moment, il y a eu un déclic. Et progressivement, j'ai réussi à ramener la gamine et que les enseignants, évidemment, étaient ravis, ils m'ont félicité, tout allait bien. Parce que la gamine parlait dans la classe. Formidable, non? C'est une petite aventure que j'ai vécue personnellement. Et pour dire, c'est que, à travers ce petit exemple, on constate que tout ce qui est l'aventure d'apprentissage, tout ce qui est le champ de cette réalité de scolaire dans laquelle les gamins sont engagés, ils sont très souvent victimes de cette question de déloyauté et de trahir quelque chose. Et c'est une dynamique intrapsychique, sachez-le bien. Il n'y a aucune trace de visible et consciente. Ils portent au fond d'eux. Et puis, à cela ajoute évidemment toutes les problématiques classiques qui sont liées avec l'interculturalité sur le terrain, sur le champ du scolaire. C'est en deuxième lieu la question de bilinguisme, qui n'est pas une petite chose. Et alors là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il ne s'agit pas de se bloquer et d'avoir le sentiment de trahir sa langue, la culture d'origine. Les sujets sont, cette fois-ci, dans une autre complexité. C'est qu'il y a de multiples hypothèses qui sont avancées à cet égard. Les deux qui synthétisent cette problématique, c'est que d'un côté, on dit que tous les gamins qui sont issus de situations bilingues peuvent avoir davantage de potentiel dans l'apprentissage des langues à venir. Première hypothèse qui a été répondue pendant des années. Mais la deuxième, tout à fait opposée, c'est que tous les gamins qui sont issus de situations de bilinguisme peuvent avoir davantage de difficultés que quelqu'un qui est dans un monolinguisme. Et pourquoi on dit ça? Comment je décortique, comment j'analyse cette réalité contradictoire? La première hypothèse a sa raison, a sa justice quelque part, à savoir que lorsque vous êtes amené à observer des situations très spontanées, naturelles, où il n'y a pas la prise de, des institutions scolaires telles que nous connaissons dans nos sociétés. En Afrique, vous avez des tribus qui sont dans le rapport de voisinage et qu'il y a des gamins qui sont trilinguaux ou qui parlent 4 langues parfois. D'accord? Et ils sont amenés à parler ces langues multiples dans la dynamique naturelle. Il n'y a pas, il n'y a pas le filtre d'apprentissage institué. Ça se fait spontanément, naturellement. À ce moment-là, ce potentiel est toujours là. Ça donne une grande possibilité parce que
à cet âge précoce, il y a une flexibilité neuronale qui permet à des gamins d'apprendre plusieurs langues sans grande difficulté, à condition que par la suite il y ait une espèce de suivi, que le gosse continue. Si on ne parle plus, si on ne pratique plus, ça disparaît. Il n'y a pas de problème. Mais tout est dans le soutien, tout est dans le maintien de cette chose. Et puis, cette question de bilinguisme, lorsqu'on l'observe dans une société occidentale, on a constaté que cette hypothèse, qui est tout à fait valable ailleurs, n'est pas toujours valable ici. Pourquoi? Parce que la plupart des gosses dans des situations de bilinguisme sont amenés à voir leurs parents parler la langue d'origine et le gamin s'inscrit dans cette imitation. Il capte quelques bribes de ces langues d'origine. Mais de l'autre côté, il est socialisé dans le contexte sexuel, par la télévision, par la rue et par l'école. Il est amené à baigner dans la langue d'ici. Alors, il est confronté à quoi? C'est qu'il est dans une situation bancale. À savoir, c'est que, en premier lieu, lorsque deux langues qui sont amenées à être pratiquées par les gamins, une langue d'ailleurs, une langue d'ici, si ces deux langues sont proches au niveau de structure grammaticale, les gosses, ils auront moins de difficultés. Et si ces deux langues sont très éloignées au niveau de structure grammaticale, les gamins, ils vont avoir des difficultés de passer d'une langue à l'autre. D'accord? Et puis, je disais que leur situation étant bancale, à savoir, c'est qu'ils sont amenés à capter des bribes de langue d'origine sans cohérence. Ils n'ont pas véritable apprentissage. D'accord? Et ils n'ont pas l'accès à la réalité grammaticale de ces langues. Tandis que dans l'école, ils sont amenés à apprendre la langue d'ici, non seulement oralement, mais de plus sous forme d'une approche très technique et de nature grammaticale. À ce moment-là, il y a un décalage. Et leur situation bancale peut leur jouer des tours. Ils n'ont pas la tendance à se situer face à la langue d'ici de façon, comment dire, de façon scientifique, de façon technique. Ils ont tendance à appliquer le même mode de fonctionnement qu'ils ont avec la langue spontanée et naturelle. Voyez? Voilà. Mais, et de là, on constate aussi, c'est qu'en fonction de leur fonctionnement de type familial bancal que j'appelais, ils n'intègrent pas le degré de contrainte qui est nécessaire pour apprendre une langue techniquement valable. Et le fait que je parle de contrainte, là, ça évoque aussi l'aspect ontologique et identitaire, c'est que lorsque les gosses issus d'immigration sont amenés à être introduits avec le contexte scolaire, la grande difficulté pour les enseignants, c'est évidemment, c'est que la double socialisation, la socialisation familiale, la socialisation scolaire et la socialisation sociale, sont totalement décalées. À savoir, dans le premier type de socialisation, ils n'ont pas un rapport avec la contrainte, un rapport construit. D'accord? L'exigence, la culture scolaire exige, pour devenir élève, un certain rapport à la loi. Et on constate qu'ils sont très souvent dans cet état de déficience et de mauvaise construction de ces rapports avec la loi. On ne peut pas dire qu'ils soient des mauvais gamins, qu'ils soient des gosses méchants. Mais c'est que dans ce processus complexe et bancal, ils n'ont pas su décoder cette chose qui est comment et à quel point c'est important qu'ils soient amenés à avoir une assimilation d'une normative dans leur psychisme.
Et c'est un constat global. Dans la psychologie et psychopatho, on est amené à, chaque fois lorsqu'il y a une prise en charge de ces gamins issus de cette situation, lorsqu'ils sont sur le versant des délinquances, on constate quoi? L'état de déficience de normative. La loi n'est pas intégrée. Ça a des répercussions immédiates au plan scolaire. C'est que là, on est amené à apprendre en français que voilà, on peut le mot, quand il s'agit de l'écrire le mot, lorsqu'on dit son mot, c'est mot, mais lorsqu'il s'agit d'écrire, ben, il y a une contrainte T et pas autrement, et on ne peut pas inventer autrement. Résultat, il y a une contrainte. Et si le sujet n'est pas en mesure de pouvoir se plier à ce type de contrainte, à ce moment-là, l'aventure scolaire devient bancale. Alors, on disait que cette question de bilinguisme peut avoir des répercussions de façon assez importante. Et comment on doit pouvoir remédier ce genre de situation. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Voilà, ça ne peut pas exister parce que c'est cas par cas et chaque situation est unique. On est amené à d'abord faire des diagnostics fiables. Si on n'a pas une observation fine, si on n'a pas des diagnostics plus ou moins cohérents, on ne peut pas trouver des solutions et des outils qui aillent dans le bon sens. Et très souvent, ouais, c'est là. Ouais. Ah, non, mais Ouais, tu, voilà. tu J'ai conclus, finalisé. Très bien, merci. termines. Merci. Ouais. J'ai terminé. Voilà. Alors, si vous voulez, quelques remarques pour donner une tonalité plus globale à cette chose. C'est, quel que soit le type de difficultés sur le terrain du scolaire et terrain social, et nous savons qu'il y a la majeure partie des gamins issus de ces situations dites d'interculturelles sont en souffrance et ils sont un véritable casse-tête pour la société d'accueil et que ça pose des problèmes. Ça va de soi. On est là justement pour réfléchir à ces questions pour qu'il puisse y avoir... Alors, schématiquement, pour finir mon discours, on doit... en tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à penser, que je voudrais partager avec vous, à savoir, c'est que lorsqu'on est dans le rôle de praticien auprès de ce type de population, on est appelé à, comme on dit, véhiculer la question du sens des connaissances et sens lié à la réalité ontologique ou identitaire, et ceci de manière générale, d'une façon telle que ça puisse jouer le rôle d'apaisement auprès de ces gamins. Ils ont besoin d'être apaisés psychiquement. Ils sont sous tension. Ils sont dans des états de frustration latente, parce qu'ils sont tellement dans des... Ils ont du mal à se situer, ils ont du mal à se repérer. Résultat, alors voilà, pour concrètement à savoir, c'est que lorsqu'on évoque la question des connaissances, à ce moment-là, il faut que, quelle que soit la matière que nous travaillons, français, maths, histoire géo, il faut qu'il y ait une dimension épistémologique systématiquement associée à cela. Alors je m'explique. C'est qu'il faut chercher à aller au-delà de matière sous forme de petits blocs et sommes de connaissances déversées dans la pauvre tête de ces pauvres gamins. Non, il faut poser la question du sens de ces connaissances. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Comment est constituée? Quelle est la composition de la langue française? Ça m'est arrivé à m'amuser lorsque je travaille auprès des gamins issus d'immigration sur la langue française. Très souvent, j'exploite la dimension étymologique et la dimension de multipluriculturalité lexicale de la langue française. Et à ce moment-là, on constate que
Mais en définitive, c'est quoi la langue française si ce n'est que l'agrégation de mots qui viennent de partout? À ce moment-là, ça donne, comme a dit, une autre vision des choses. Et parfois, ça m'est arrivé, des gamins qui sont issus d'une culture d'Afrique du Nord, prendre n'importe lequel mot dans la langue française qui est de près ou de loin lié avec les racines de langue arabe ou langue berbère ou langue persane, et ça donne de bonheur à ces gamins. Il y a une conscience identitaire qui s'élargit. Alors, pour dire, et c'est comme ça que c'est fini, c'est que vous, les praticiens, vous êtes amenés à ce moment-là jouer le rôle de ces créateurs et de pionniers qui soient amenés à donner une vision de sens qui soit méta-identitaire et métaculturelle. Pourquoi? Parce que les cultures, lorsqu'elles se mélangent, ils sont dans un processus de friction et de tension. Pour réduire cette friction, on est amené à travailler pour qu'il y ait une dimension créative, qu'il y ait une nouvelle réalité qui puisse jaillir. À ce moment-là, il y a des réalités normatives nouvelles, des valeurs nouvelles qui sont amenées à forcer, et ceci en travaillant sur le sens. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Arshad. On aurait passé certainement tous encore beaucoup de temps à t'écouter. Mais bon, l'exercice est imposé. J'avoue que j'avais un petit peu de mal à être gardienne du temps et à jouer mon rôle. Tellement j'avais du plaisir et mon esprit du coup partait voyager. Voilà, donc un petit temps pour les questions si vous... Alors qui c'est qui veut bien aller avec les micros? Il y a Jean-Luc là-haut. Alors, j'ai énormément apprécié merci. votre discours, enfin, tout ce que vous avez dit, puisque maintenant mes centres d'intérêt sont plutôt tournés vers l'apprentissage du français. Et je voudrais vous poser une question relativement précise. Marie-Rose Moreau dit clairement qu'il ne faut surtout pas décourager l'apprentissage de la langue d'origine chez les enfants, c'est-à-dire par exemple ne surtout pas interdire aux enfants de parler leur langue d'origine avec leurs parents. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai du mal à, comme a dit, trancher cette chose, parce que Marie-Rose Moreau, elle parle de ce postulat que je partage pleinement, que ces enfants sont des êtres fragiles. Elle véhicule l'idée de vulnérabilité sans cesse. On partage, il n'y a pas de problème. C'est en fonction de ce postulat de vulnérabilité qu'elle est amenée à penser que donner la liberté ou la possibilité à ces gamins à pouvoir s'épanouir dans le parler de langue d'origine. Oui, mais les faits, les enquêtes démontrent que ça peut réussir pour quelques gamins, rares, mais pour la plupart de ces gamins, cette pratique n'est pas toujours bénéfique. Ça, c'est le constat que j'ai fait sur le terrain. À ce moment-là, j'ai du mal à... Alors, évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour tout ce qu'elle fait et j'apprécie pas mal de ces concepts. Entre autres, la question de vulnérabilité telle qu'elle traite au plan clinique. Mais voilà, je ne suis pas en opposition complète, mais je suis amené à nuancer.
Parce que c'est, là, si vous voulez, en fonction de l'ensemble des travaux, l'ensemble de recherches qu'on peut récolter ici et là, on constate que cette chose n'est pas aussi évidente que ça. D'où, de mon côté, là, ce que je disais, c'est qu'il y a deux thèses qui s'opposent, en quelque sorte. Je vous ai exposé. Après, le reste a fait la part des choses. Et voir de près et comment nuancer entre ces deux extrêmes. D'accord? Mais voilà. Mais là, comme je disais, que si le contexte est naturel, à ce moment-là, il n'y a aucun mal à pouvoir donner la liberté à des gamins à pouvoir s'exprimer autant qu'ils veulent. Aussi, pour complexifier l'idée de Moron, par exemple, lorsqu'on est amené à observer une situation de couple mixte, vous avez une situation subtile. Alors, vous avez un couple où les deux parents sont capables de pouvoir parler à la fois la langue d'origine et la langue d'ici. D'accord? Et à ce moment-là, au sein d'un foyer, on peut pratiquer cette double réalité et de façon constante, et puis en l'appuyant, si possible, avec les éléments décrits. À ce moment-là, ça marche, pas de problème. D'accord? Si vous avez un autre couple, lorsque la mère est d'ici, elle parle au français, le père, il est d'ailleurs, il voudrait transmettre sa langue d'origine, mais le gosse en question n'a pas un espace langagier qui aille avec. Le seul interlocuteur pour le gamin, c'est son père. La mère ne parle pas cette langue. À ce moment-là, vous êtes amené à transformer le gamin en question en perroquet, il va pratiquer une forme de mimétisme de cette réalité langagière, et il n'a aucune prise et il n'a aucune familiarité avec cette réalité langagière en soi. Quel bénéfice qu'il va tirer? Pour vous donner l'exemple le plus concret de concret, moi je suis composant d'un couple mixte. Ma compagne, elle est d'ici, toute blanche. J'ai deux beaux garçons. Moi, je suis quelqu'un, par ma trajectoire, quelqu'un de très singulier, marginal, très solitaire. Et je n'ai jamais voulu garder des liens avec les gens, soit dit, de ma culture d'origine, parce que j'ai plein de racines ici et là, et plein d'éléments qui me composent. À ce moment-là, je suis ici, et j'ai envie de, chaque fois lorsque je suis quelque part, j'ai envie de faire comme des Romains, et que j'ai envie de mieux apprendre les choses d'ici. Voilà ma philosophie. Et en fonction de ça, quel était mon choix? Mais les gosses, ils sont nés ici, grandis ici, tout ça, et d'aucune façon, j'ai voulu imposer ma langue, parce que je n'ai pas des amis qui parlent autour de moi cette langue, je n'ai pas une communauté culturelle qui parle cette langue, les gosses étaient amenés à écouter leur père de façon isolée. Quel sens que ça? Je n'ai rien imposé, mais par ailleurs, dans leur scolarité d'ici, ils ont appris des choses pleinement comme il fallait. Mon gamin, lorsqu'il a passé le baccalauréat ici à l'école lycée Farman, ben, il avait de 20 sur 20 en français, 20 sur 20 en philo et 20 sur 20 en histoire. Alors j'étais content. Il a fait son boulot. Moi, j'ai rien imposé. Et il est devenu normalien. Et il a passé le concours, là, il avait 20 sur 20 en grec, 20 sur 20 en français, 20 sur 20 en philo. Je suis de nouveau content et fier. Mais je n'ai pas voulu imposer le punjabi qui est ma langue d'origine et que moi-même, je n'ai même pas l'occasion de parler. Et quelquefois, lorsque je me trouve en face de ces punjabiphones, je suis un peu perdu. Mais tout en sachant que j'aime, au fond, c'est mes tripes. Mais ça fait rien. Quand j'ai l'occasion de pouvoir parler cette langue, oui, je suis ravi. Mais je ne m'enforce pas pour colmater les choses. C'est tout ce que je voulais dire. Avec tout mon respect pour Marie-Rose Moreau. Encore une question? La réponse était vaste et longue.
Mais Mais passionnante, c'est qui est le principal. Oui, alors ma question rejoint un petit peu la précédente, c'est que effectivement quand je reçois des enfants nouvellement arrivés, notamment d'Afrique francophone, souvent ils me disent qu'effectivement, quand je leur demande s'ils parlent une autre langue, un dialecte, j'ai fréquemment la réponse qu'effectivement non, ils parlent juste le français et que les parents parlent un dialecte qu'eux ne connaissent pas. Alors c'est vrai que d'emblée, moi j'ai tendance à effectivement essayer d'approfondir la question et de me dire est-ce que finalement cette réponse correspond à une réponse un petit peu représentative pour finalement dire qu'ils sont plus habilités à s'intégrer d'une façon rapide. Mais j'ai quand même tendance à vouloir, enfin en tous les cas à travailler la question en leur disant quand même l'importance de préserver donc cette identité. Donc, essayer de comprendre si effectivement cette réponse est une réponse. alors, si, ouais, je comprends. Je veux dire, là, ça pose la question générale de cette chose qui est la gestion d'identité, chez les tout petits, au moins petits, au plus grands. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez des travaux d'un collègue qui n'est plus de ce monde, M. Camilleri. Il a beaucoup travaillé dans le champ d'interculturalité et il avait tendance à forger ces deux concepts qu'il nommait. C'est que lorsque l'individu est dans un contexte culturel nouveau, il a tendance à avoir cette double réaction. Il a tendance à avoir ces deux types de réactions qu'il a nommé d'un côté, comme a dit, une démarche d'une intégration pragmatique et de l'autre côté une démarche d'intégration ontologique. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez des individus qui, consciemment, inconsciemment, ils font le choix, et intuitivement ils ont compris, que pour trouver leur place dans ce contexte nouveau, il faut qu'ils soient amenés à couper les ponts avec l'ancienne réalité. D'accord? Ils portent cette chose sous forme d'un complexe d'infériorité très souvent. Ils veulent rien entendre parler de leur... Parce que c'était minable, c'était pauvre, c'était rien, ça ne vaut pas... Voilà. Ils ont un complexe terrible. C'est une négation, en quelque sorte. À ce moment-là, ça a des avantages au plan pragmatique, ayant coupé tout ce qui est la résonance ontologique, ils le sont amenés à refouler tout ce qui est la résonance ontologique. Et ils sont dans une logique purement pragmatique. Ça peut apporter, d'accord? Mais ils le seront amenés à payer tôt ou tard cette réalité de refoulement qu'ils pratiquent. D'où l'idée, il faudrait bien avoir une démarche. La plupart des gamins, même moi-même j'étais amené à constater de primo arrivant, ils ont un rapport très complexe, ambivalent et parfois sous le signe d'une sensation d'infériorité de leur culture et de leur origine. Ils se renient, il y a une négation. Je voulais cette problématique identitaire de négation de soi, c'est quelque chose de très puissant. Je donne souvent l'exemple pour faire mieux comprendre. Jackson, le pauvre Michael Jackson. Il a passé sa vie à se mutiler pour renier la réalité originaire qui est la sienne. C'est quelque chose de terrible et flagrant. Mais à petite dose, cette chose existe chez beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs. Ils le sont. Alors, s'ils ont fait le choix qui est d'aller vers une intégration accélérée, pragmatique, d'accord? Ils s'adaptent mieux, pas de problème. Mais je disais qu'ils payent cher quelquefois. Il vaudrait mieux avoir une démarche ontologique il faut garder des résonances avec les significations de jadis. Parce qu'elles sont à vous. Vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez pas les détruire. Il faut les réguler.
D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous, en tant que praticien, vous devriez travailler sur cette problématique de sens qui régule la question identitaire. Merci beaucoup. Merci Laure, merci à vous.